Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous voici une autre fois pour la rencontre et le tirage de l'achat chez nous de chaque semaine. C'est la première fois que j'ai l'occasion de venir aujourd'hui animer cette courte rencontre. Je vous présente nos invités, M. Lionel Tremblay, maire de Saint-Edmond, et M. Bernard Lepage de l'épicerie Lepage de Normandin. Bonjour. Monsieur Lionel Tremblay, depuis presque 2 mois, le mouvement de l'achat chez nous vit dans le milieu. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, l'achat chez nous? Je suis très heureux de cette propagande de l'achat chez nous. Comme maire de Saint-Edmond, il me fait beaucoup plaisir d'encourager toutes les gens et leur dire d'encourager l'achat chez nous dans chacune de nos localités. Ça nous aide beaucoup au point de vue municipal. Prenez comme la taxe de 2% qui nous revient. Plus les gens achètent dans notre secteur, plus ça nous revient. Et c'est une manière de participer avec tous les gens. Oui. Avez-vous pu constater, M. Tremblay, si déjà il y a eu une amélioration ou une augmentation de cette préoccupation d'aller acheter chez nous plutôt que de sortir à l'extérieur du secteur? Est-ce que ça peut se constater déjà, ça? Oui, d'ailleurs, je l'ai constaté déjà beaucoup. J'ai l'occasion de voyager assez dans le secteur et les gens, on dirait qu'ils sont un peu plus stationnés qu'avant. Avant, oui. on aurait dit que les achats se faisaient un peu n'importe où dans la région, si vous voulez. Alors, les gens sont davantage sensibilisés à la question. Oui, d'après moi, les gens sont plus sensibilisés qu'avant. Oui. Maintenant, c'est bien un fait que la télévision communautaire ne se rend pas à Saint-Edmond, pas par le câble et pas en direct puisqu'on n'a pas d'émetteur. C'est vrai aussi que la télévision communautaire s'est fait un peu un instrument d'animation de ce mouvement de l'achat chez nous. Même si la télévision ne se rend pas à Saint-Edmond, croyez-vous que le message se rend lui-même? Oui, par rapport que les gens voyagent beaucoup. Prenez comme à Saint-Edmond, on ne peut pas, comme moi je suis marchand en même temps, mais on ne peut pas vendre à 100% à tous les clients. Mais on vend une bonne partie, environ 80%. Mais la balance, on ne l'a pas chez nous. Il faut absolument que les gens sortent dans nos alentours. Oui. Et ils sont très encouragés là-dessus. Bon. Si vous voulez, mesdames, messieurs, M. Tremblay, nous allons procéder immédiatement au tirage et nous reviendrons à M. Lepage ensuite. Alors, si vous voulez tirer le billet qui déterminera le gagnant de cette semaine, alors vous vous tournez vers la caméra et vous nous dites le numéro, M. Tremblay. 18 63 34. Alors, 18 63 34, c'est le numéro gagnant pour cette semaine. Je vous remercie beaucoup, M. Tremblay. Ouais. Alors, nous répétons pour les auditeurs, le numéro gagnant cette semaine, 18 63 34. Et maintenant, M. Lepage, je pense qu'aujourd'hui, vous venez justement pour remettre aux gagnants de la semaine dernière le chèque de 100 $. Nous allons inviter, si vous permettez, Mlle Jocelyne Tremblay, qui vient au nom de Mme Tremblay, Mme Henri-Paul Tremblay, prendre possession de ce chèque du tirage de la semaine dernière. Bonjour, madame. Je vous remets ce chèque avec toutes mes félicitations, celui du marché Lepage. Merci. Félicitations, madame. Bien. Alors, Monsieur Lepage, l'achat chez nous, est-ce que dans le marché Lepage, est-ce que dans les marchés, mais chez vous, vous le voyez, est-ce que ça préoccupe les gens? Oui, les gens nous demandent les coupons. Les gens vous les demandent? Oui. Est-ce qu'ils insistent? Ils insistent. Ils insistent? Bon. Pourquoi en passer trop tôt? Oui. Avez-vous remarqué s'il y a eu
augmentation depuis ce mouvement, depuis le début de ce mouvement de l'achat chez nous, de promotion de l'achat chez nous? Est-ce qu'il y a eu une augmentation de l'achat au marché? Oui, il y a une augmentation qui se fait graduellement. On voit que les gens sont plus intéressés à acheter dans la place qu'ailleurs. Oui. C'est ça d'ailleurs que C'est ce pour que cette ça raison vise. qu'on on a rentré dans le mouvement. Par conséquent, vous croyez que déjà même les marchands profitent actuellement de ce mouvement? Oui, on en profite déjà. Oui. Bon. Aviez-vous eu connaissance déjà vous-même, M. Lepage, que des gens sortaient en dehors du secteur pour aller faire leur marché? Beaucoup. Donc, c'était justifié, à votre avis, de tenter de développer ce mouvement de retour vers nos marchands? C'était une chose qu'il fallait qu'il se produise. Maintenant, il reste à promouvoir ça. Promouvoir davantage. C'est évident que tous les marchands ne sont pas encore embarqués dans le mouvement, mais c'est pour diverses raisons. Ça n'est peut-être pas facile partout. Je pense que nous terminons là-dessus. Monsieur Tremblay, est-ce que vous aviez une observation à nous donner avant? Avant de terminer, j'aimerais saluer tous les téléspectateurs du secteur. Aussi remercier M. Dominique Saint-Pierre de la belle invitation qu'il a eue à mon égard. Ça fait 2 semaines qu'il m'invite et je l'ai refusé une couple de fois. Et aujourd'hui, j'ai accepté sa demande. Et je vous remercie beaucoup. Bon, alors, je remercie mes 2 invités et nous félicitons encore la gagnante de la semaine dernière, Mme Henri-Paul Tremblay, au marché Lepage de Normandin. Bonjour et à la semaine prochaine. Bonjour. Bonjour. Eh bien, bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à Coup d'œil sur la semaine. Nous vous revenons chargés de nouvelles intéressantes. Et pour débuter, l'Association des producteurs de lait de Normandin, qui tenait une assemblée spéciale lundi soir dernier, refuse les offres du gouvernement concernant la concentralisation des usines de transformation du lait. Elle refuse même l'option la plus respectable qui veut qu'Héberville transforme 800 000 livres de lait par jour et Normandin 380 000 livres. On est encore en période de négociation qui devrait se terminer à la fin mai et les producteurs de Normandin exigent que l'on transforme 500 000 livres par jour à Héberville et la même quantité à Normandin. M. Albert Dion, président de cette association, donnait comme raison que Normandin était au premier rang pour la production laitière en province et au premier rang pour la moyenne par producteur. Également, le secteur normandin fournit 50% de la production du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un mémoire a été présenté aux autorités concernées, les autorités gouvernementales concernées et aux députés du comté. Ce mémoire exprime qu'il ne faut pas s'arrêter sur une gestion de rentabilité sans tenir compte de l'économie d'un milieu. Ce n'est pas seulement l'usine, mais les cultivateurs qui composent le milieu. L'ensemble des producteurs semblaient d'avis à ce que les représentants aux négociations tiennent leur bout et continuent de lutter pour que Normandin conserve son économie. Une délégation sera désignée à aller rencontrer le ministre de l'Agriculture, M. Normand Dupin,
lors de sa visite dans la région à Alma vendredi prochain. Voici la nouvelle programmation que le Canal 4 vous propose pour la saison estivale. Les lundis, mercredis et vendredis, il y aura Carrousel de 11h30 à 2h de l'après-midi. Cette émission a pour but de rendre à la ménagère le service d'une présence constante, tant par les petites annonces qu'elle passe gratuitement sur les ondes, tant par le dialogue ouvert à tous sur des sujets d'actualité qu'elle est à organiser, ainsi que la musique douce et entraînante. Ces mêmes jours, mais à 6h p.m., vous pourrez voir l'émission hebdomadaire rediffusée pour permettre à tous d'être atteints. Elle comprend notre bulletin de nouvelles, coup d'œil sur la semaine, œillets et chrysanthèmes et d'autres sujets courts d'un très grand intérêt. Après cette retransmission, on fera en direct plusieurs émissions en continuité, telles l'éducation à l'élémentaire, où les problèmes actuels d'éducation sont abordés, ainsi que ceux dont on peut déjà prévoir les conséquences dans un avenir approché. Divers groupements sociaux, tels la FEAS, les Dames chrétiennes, Chevaliers de Colombe, Jeunes Chambres, Cercle Lacordaire, Filles d'Isabelle, Garde paroissiale, Comité culturel, Conseil paroissial de pastoral, Syndicat sportif, etc. Ainsi, presque toutes les personnalités de notre secteur pourront s'exprimer ouvertement, rejoindre leurs membres ou fournir à la population un bref aperçu de leurs activités et objectifs. Il est à souligner que le poste est ouvert à tous, que nous vous attendons. Notez bien, vendredi à 2h p.m., il y aura sur les ondes une émission réalisée par les étudiants de l'école secondaire. C'est à ne pas manquer. Le parc touristique de la Chute-à-Lourdes de Normandin sera ouvert officiellement à la population pour une nouvelle saison estivale à partir du 6 juin prochain et différentes manifestations seront organisées lors de cette journée d'ouverture, soit parades, spectacles, danses et bien d'autres choses. Par ailleurs, le maire de la paroisse de Normandin et préfet du comté de Roberval, M. Louis-Ovid Bouchard, nous révélait que d'importants travaux seront effectués encore cette année sur le terrain du parc de la Chute-à-Lourdes. Des travaux de l'ordre de 10 000 $ pour l'électricité seront prévus par l'ARDA. Un projet de perspective jeunesse a été présenté pour donner de l'emploi à 50 étudiants pour un montant global de 90 000 $. Advenant le cas que le projet soit accepté, on pourrait construire un kiosque touristique à l'entrée de la municipalité de Normandin, confectionner des panneaux de publicité, construire des jeux de croquet sur le terrain du parc, repeindre les bâtiments, procéder à l'aménagement du terrain et l'embellissement des chemins. Présentement, le ministère de la Colonisation procède à l'élargissement et le redressement de la route reliant le rang 5 de Normandin et le rang Saint-Eusèbe à Saint-Félicien. Cette route sera sur une largeur de 60 pieds. Selon M. Bouchard, les travaux seront estimés à 60 000 $. À 60 000 $, je dis bien. Jeudi après-midi, soit vers les 3h30, une incendie s'est déclarée au local du Club du Cosmos. Les pompiers de Normandin se sont rendus sur les lieux afin de maîtriser l'élément destructeur qui, heureusement, n'a pas pris plus d'ampleur. On ignore encore la somme des pertes matérielles encourues par le propriétaire. La Jeune Chambre de Normandin tenait cette semaine une importante réunion où les programmes d'activité pour l'année ont été mis sur pied. Divers comités se chargent de travailler sur les thèmes suivants. Le comité d'embellissement, dont la responsable est Mme Paulo Duchesne et Mme Normand Boivin et Éloi Doucette sont les adjointes. Le publiciste pour la Jeune Chambre est M. Richard Desgranges. Comité des visites industrielles a comme responsable M. Bertrand Gagnon. On sait que dans le cadre de ce comité, les membres de la Jeune Chambre ont visité dernièrement le mont Apica. Le comité des affaires municipales, dont le responsable est M. Raymond Morin, le comité des cours de conduite préventive, M. André Nadeau, le comité du personnage de l'année ainsi que de nombreuses autres activités dont les responsables n'entreront en fonction que d'ici quelque temps. Le comité de Balmol, le responsable en est M. Paul Dion. Un autre important comité a été formé. Il s'agit du comité de la traversée du lac Saint-Jean, dont M. Justin Mailloux est le responsable. Dans le cadre de ce comité, Normandin désire présenter
une sirène pour la traversée 1971. On sait que la publicité pour le développement touristique de la région s'oriente de plus en plus vers le tour du lac. C'est pourquoi les touristes venant assister à la traversée passeront par Dolbeau, Albanel, Normandin, Saint-Méthode, Saint-Félicien, Saint-Prime et Roberval. Le parc touristique de la Chute-à-Lourdes deviendra pour les voyageurs l'escale la mieux conçue pour nous faire profiter de l'apport touristique et aider le développement de notre municipalité. La Jeune Chambre de Normandin organise un gazurama pour le samedi 5 juin. Le tout se déroulera à Normandin avec la collaboration de M. Henri-Paul Lévesque, propriétaire du garage Normandin BP Service. Pour ceux qui se sont procurés une carte de gaz au montant de 2 $, des friandises seront offertes aux enfants, des cigares aux conducteurs avisés, ainsi que des rafraîchissements à l'hôtel Balmoral. Un billet pour participer au tirage de nombreux cadeaux. Les prix seront remis vers la fin de la journée. C'est donc une invitation à participer nombreux à ce gazurama. Les studios de musique et de danse de Mlle Louise Quentin et Mme Jocelyne Pinchot présentent un grand récital fin d'année, dimanche le 6 juin, en l'école Jean 23 de Saint-Thomas. Ce spectacle, haut en couleur, comptera plus de 150 élèves au piano et de danse. Toute la population est cordialement invitée à venir assister à ce gala artistique. Une représentation aura lieu le dimanche 6 juin en matinée. Et l'entrée sera de 50 cents pour les enfants, en soirée pour les adultes, et le prix d'entrée sera de 1 $. Un rallye automobile est organisé pour le 6 juin prochain par les membres de la Jeune Chambre. C'est un rallye ouvert à tous qui consiste en un parcours d'observation. Après quoi, il y aura remise des trophées et prises en argent répartis entre les 10 premiers gagnants. C'est tout pour nos informations cette semaine. Et nous passons maintenant aux offres pour les ventes et les achats. Nos petites annonces. On offre à vendre des balançoires. On s'adresse à 274 54 64. Des balançoires 274 54 64. On offre à vendre une ferme de 300 acres avec maison, grange, garage au téléphone 275 0822. 275 0822. À vendre des saules arctiques pour haies, hauteur 1,5 à 2 pieds. On s'adresse à 274 27 28. 274 27 28. Jeune fille offre ce service téléphoné à 274 31 40 pour aide familiale. 274 31 40, c'est bien ça. On désirait acheter un pétrin à 274 51 25. Recherche un loyer de 4 à 5 pièces à 274 29 39. 274 29 39. On offre à vendre un terrain mesurant 135 par 125 pieds situé rue La Liberté, 274 57 15. On demande à acheter un cadre ovale en bois ou en métal et aussi un rouet. Au téléphone 274 28 43 après 5 heures le soir. À vendre un appareil ou un système de poids et haltères, on s'adresse à 274 55 54. On offre à vendre articles pour bébés, lits, parcs, poussettes, marchettes qui sont en très bon état à 274 37 34. 274 37 34. On offre à louer un loyer de 4 à 5 appartements, libre immédiatement, 274 31 14. Et maintenant, nous passons aux demandes, les demandes et offres d'emploi. On demande une fille de chambre devra loger à l'extérieur de l'établissement où elle travaillera. Un jeune homme possédant une 12e année commerciale, âgé de plus de 21 ans, ayant quelques expériences du travail général de bureau, intéressé à faire carrière dans le domaine de la finance. Des barmaids pour travail dans l'hôtel de notre secteur. Expérience non nécessaire, mais les candidats doivent avoir une bonne apparence et une belle personnalité. Possibilité de faire de très bons salaires. Avons besoin urgent de cuisinières pour travailler dans notre secteur. Bon salaire, emploi permanent, travail de jour seulement. Des menuisiers avec carte de compétences pour travailler à Shefferville doivent posséder leur carte provinciale pour la construction. Aurions besoin pour Shefferville d'un opérateur de niveleuse possédant un maximum de 2 ans d'expérience, doit être âgé entre 25 et 40 ans et posséder un certificat de 9e année. Une aide familiale pour travail à Milo.
Un jeune homme dynamique, ayant expérience du public, possédant une automobile, intéressé dans la vente de publicité et salaire de base et commission. Dans le cadre de la campagne de dépistage d'emploi d'été pour les étudiants, le Centre de main-d'œuvre du Canada attire votre attention sur le message suivant. Un employeur Est satisfait, un étudiant qui peut continuer ses études. Voilà le bilan d'un emploi d'été procuré à un étudiant. embauchez-en un durant l'été. Ça en vaudra la peine. Pour de plus amples informations et pour toute réponse à ces offres et demandes d'emploi, vous vous adressez au Centre de main-d'œuvre du Canada, 501 des Érables d'Olbeau, téléphone 276-0633. Eh bien, mesdames, messieurs, au nom de Marie-Marthe Frigon, Et de Ghislain Deschênes, À la nous semaine vous disons prochaine. à la semaine prochaine. Bon, ici, on est des élèves de 9e année d'école Sainte-Marie. Nous faisons une émission sur l'école. L'école, comment ça s'est passé cette année? Jean-Pierre Barry. Luc Roy. Régine Gay. Joanne Vallée. Sylvie Saint-Pierre. Rachel Frigon. Pour débuter, on va parler des heures de cours cette année. Comment on a trouvé ça? Ben, c'était pas assez long. Est-ce qu'on a trouvé ça assez long? 45 minutes, est-ce que c'était trop? Pas assez? Juste bien. Juste bien? C'est passable. Ce que j'aimerais, c'est que le soir, ils finissent un peu plus de bonne heure. Un peu plus maintenant, ça, on va revenir un peu plus loin. Après ça, les élèves. Les élèves envers les professeurs, la discipline. Est-ce que vous trouvez qu'il y avait de la discipline envers les professeurs, les élèves cette année? Nous autres, les professeurs, ils nous disent de bien parler, puis ils nous arrivent dans un coin de corridor, dans la classe. Ferme ta gueule! C'est pas un mot à dire. Il me semble qu'ils pourraient parler. Je comprends qu'ils veulent nous dire de se fermer, mais quand même, pour nous parler plus poliment, nous dire moins bête. Montrer le bon exemple. Ouais. Ils nous la montrent pas dans le fond. Les stop du fumage pendant les cours, là, les professeurs, est-ce que vous êtes pour ça, vous autres? En réalité, ils n'ont pas le droit. Non, ils n'ont pas le droit. Ils ont le droit seulement qu'après les cours, je crois. Oui. Ils devraient être comme nous autres. Nous autres, on attend, puis les autres, ils sont dans la classe, puis celui qui a envie de fumer, il leur donne l'envie. Tout ça. Puis le fumage des gars à l'école, les gars, ils ont le droit de fumer. Puis les filles, eux autres, c'est pas permis. Puis quand le directeur dit les gars, si vous voulez fumer, allez dehors, puis les filles, allez à la toilette. Trouvez-vous que ça a du bon sens, ça? Non. Pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, hein? Après ça, les activités. Les activités cette année, au sport extérieur, ils disaient, C'est mal organisé. c'est mal organisé. Puis il manque d'instruments. Puis les élèves, ils n'ont pas grand-chose à faire. Mais pour ce qu'ils ont, ils se débrouillent assez bien. Qu'est-ce que vous aviez à faire cette année? Mais on avait des jeux extérieurs, le ballon, puis il y avait un peu de baseball, De patin. de patin, Qu'est-ce que tu aimerais faire? mais du baseball. Puis il y a les cours de TV, que nous apprenons assez bien de choses. Puis par de ça, il y a le naturalisme, philatélie, esthétique pour les filles. Puis c'est tout. C'est pas beaucoup, ça? C'est assez, mais pour le sport extérieur, c'est pas assez pour les instruments. Qu'est-ce qui manquerait? Il manquerait des sortes de jeux. Puis Les professeurs d'éducation physique, est-ce qu'ils font quelque chose dans ce sens-là?
Mais ils servent beaucoup, puis ils nous aident. Puis, Je dirais qu'il n'y en a pas beaucoup de professeurs d'éducation physique. C'est des professeurs ordinaires qui viennent nous voir. Puis on est un gros nombre d'élèves pour ce qu'il y a de professeurs. Puis les professeurs ils viennent qui ont plus de contrôle sur les élèves. Puis pour l'esthétique, là, je trouve que cette année, c'était pas formeux, mais bien. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben, c'est vrai, par exemple, on avait le matériel, mais je sais pas, on nous disait qu'on allait faire quelque chose, puis on l'a pas fait jamais. Pendant notre premier mois d'activité. Ouais, ils disent tout le temps, on va faire ça la semaine prochaine, puis la semaine prochaine vient, puis le matériel, on l'a pas. On en met toujours ça plus tard, puis plus tard, ben, ça finit que les activités finissent, puis on n'a rien. On n'a rien fait. Il y a d'autres choses sur les activités? Après ça, on avait parlé de ce qu'on vient faire à l'école. On avait dit que c'était pour s'instruire. Après ça, on avait reparlé parce qu'on se sentait obligé de venir à l'école. Moi, je me sens obligée à l'école. Parce que quand on vient pas à l'école, on sait qu'on ne fait rien dans la vie. C'est que c'est une façon ou de l'autre. On niaise, on vient à l'école. il y a des cours qui ne servent pas à grand-chose, mais ça nous apporte un peu de savoir, comme les mathématiques. On apprend des choses, des problèmes, des grands problèmes, qu'on ne savera pas bien dans notre vie. Puis il y a seulement que ceux-là qui veulent continuer leur étude, qui pourraient s'en servir, mais pour faire un ouvrage que, d'après ce que tout le monde fait, là, on n'a pas besoin bien de ça. Je trouve qu'à l'école, parfois, on perd notre temps. On dit qu'on perd notre temps chez nous, mais des fois, là, franchement, pendant un cours, on arrive, la maîtresse nous explique un problème. Puis on a appris en initiation à la recherche qu'on retenait 25% de ce qu'on apprenait. Mais le 25%, si on a écouté tout le long, puis on a peut-être perdu 75%, mais en tout cas, on a écouté. Quand on arrive pour demander au professeur une explication, puis il n'arrange plus tout seul, là, on l'a pas mal perdu notre temps. On l'a écouté, mais donc, si on comprend la moitié du problème, on ne sera pas capable de le faire pareil à la fin de l'année. On va avoir 0 pareil pour le problème. C'est arrivé, ça, des professeurs qui voulaient pas t'écouter quand tu avais des problèmes à demander? Oui. Je le nommerai pas parce que... Mais j'étais fâchée à maudit parce que c'était peut-être la seule fois que j'avais écouté, mais en tout cas, ce que j'avais écouté, elle m'a pas répondu, fait que... Toi, si je te demandais pourquoi tu viens à l'école, qu'est-ce que tu dirais? C'est pour m'instruire. Je sais que je vais en avoir besoin plus tard. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Là, je voulais faire une secrétaire médicale. Mais là, comme c'est parti là, je sais pas. Comme c'est parti là? Ça va pas comme tu voudrais que ça aille? Ouais. Comme la question, est-ce qu'on se sent obligé de venir à l'école? Moi, dans le fond, je me sens obligée. Parce que ça serait rien que de moi, là, et je pense que je viendrais à l'école du jour par année. Mais une chance qu'on ait poussé un peu dans le dos, parce que les études, ça irait pas loin. Fait que ça, à l'école, c'est normal qu'on y aille, puis il y a des journées que je suis bien contente d'y aller, mais il y a d'autres journées que Tu t'ennuies? Oui. Comme quand au cours de maths que Sylvie a parlé, là, on passe notre temps à niaiser, comme on dit. On explique un problème, puis on lui demande une autre explication. Arrangez-vous tout seul, vous êtes capable. On essaye de le comprendre, OK, mais si on n'est pas capable de le comprendre, on reste à niaiser une demi-heure sur le même problème, puis après on se fait disputer si on l'a pas. Moi, je dis que c'est au professeur à donner un petit peu plus d'explications. Les élèves ils essayent de comprendre, mais il y a des limites à l'intelligence. Il y a des professeurs qui risent des élèves, leur dit toutes sortes de bêtises. Puis ils ne seraient pas supposés, ils seraient supposés de les comprendre, puis essayer de l'expliquer le plus possible. Pas en leur chantant des bêtises, puis les traiter de nom, puis toute autre chose. Est-ce qu'il y a des élèves qui rient des professeurs? Ben, ça dépend des élèves. Pour moi, ça a m'arrive. Moi, je trouve que c'est pas mal égal. Les professeurs ils rient de nous autres, mais nous autres, je pense qu'on fait pas mal notre part de notre côté. Mais nous autres, les élèves, OK, ça paraît qu'on rit d'eux autres, ça en aperçoivent. Puis même, des fois, on va le dire en pleine face.
Mais les professeurs, dans le fond, ils vont arriver au salon des professeurs où ils se réunissent tous. J'ai fait ça à une telle, puis t'as dit que j'ai ri, puis elle a fait ci, puis elle a fait ça. Puis après, à la minute qu'ils entendent parler d'eux autres, bien, vous avez parlé de nous autres, puis une grande histoire commence, puis on se fait disputer. Pourquoi qu'ils n'arrêtent pas de parler de nous autres s'ils veulent qu'on parle pas d'eux autres? Bien souvent, on entend parler des professeurs. Ah, les élèves, ça parle des professeurs, tout ça. Ils ont bien du fun de ça, mais de notre bord, par exemple. Ils savent qu'on parle d'eux autres. Ça, ils savent, puis à des cours, nous autres, on peut leur noter, ça. Mais les professeurs qu'on aime, là, jamais qu'on va parler d'eux autres en mal. Jamais. Un professeur qui ne chante jamais de bêtises, ben on peut parler pendant le cours, OK, il va nous comprendre. Il n'est pas un professeur trop bonasse, il y en a des professeurs trop bonasses, là. C'est bien normal qu'on se chicane avec eux autres, mais quand ils ne comprennent pas, ben quand ils sont... Je sais pas comment expliquer ça. Les professeurs, c'est nécessaire qu'ils soient sévères avec nous autres durant la classe, OK? Mais c'est pas nécessaire, par exemple, de nous lancer des noms, puis nous autres, on les respecte, les professeurs. Si quand on a envie de dire quelque chose, on le garde pour nous autres, parce qu'on a peur de se faire jeter d'ailleurs. Si t'avais pas peur de te faire tirer dehors, tu le dirais? Oh oui. Ça, je le dirais, j'en dirais tous les jours. Mais d'un fait, c'est choquant. Les professeurs vont arriver pour nous brusquer, là, une petite claque d'en face, ça. Nous autres, on n'est pas là pour ça, se donner des claques d'en face à l'école. Bien les élèves, comme s'il y en aurait, là, qui n'auraient pas peur de se faire jeter dehors, bien les professeurs mangeraient ça chaud comme on en mange d'un foin. On n'est pas capable de discuter avec les professeurs. C'est quand ils ne trouvent pas ça de leur goût et ça marche pour qu'on ait des troubles. Puis ça peut mener à tort. Puis... Si t'étais professeur, qu'est-ce que tu ferais, toi? Moi, ça dépend. Il faudrait que je garde l'autorité, mais un bout à l'autorité aussi. Il y en a que pour garder les autorités, ils disent pas un mot durant la classe, puis c'est faites ci, pas plus. Parce qu'il y a des professeurs qui ont l'autorité, mais qui sont aimés des professeurs, des élèves. Faut être philosophe, pas être professeur. Après ça, je pense que c'est tout pour les récréations. Cette année, ils nous avaient dit qu'ils ne pouvaient pas nous donner les récréations mixtes à cause des portes. Je pense pas que ce soit pour les portes. Parce que des portes, il n'en manque pas dans notre couvent. C'est plutôt parce qu'ils ont peur... supposons on prendrait la récréation mixte, ils ont peur qu'on parle trop aux garçons, ben que ça mène ci, ça mène ça. Autrement dit, ils ont peur pour eux autres, pour nous autres. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun danger. Tandis que les portes, là, il n'y a pas de quoi s'en faire avec ça, il n'y en manque pas. Il y en a 3 d'un bord puis 3 de l'autre. Les récréations, vous n'avez pas d'autre chose à dire là-dessus? Les récréations, on a juste le temps de sortir et de la rentrer. C'est pas assez long. L'hiver sont trop longs, l'été sont pas assez longs. L'histoire de prendre les rangs, là, prenez vos rangs avant d'entrer, là, 2 par 2. Pour ça, on n'est plus des bébés. Il n'y a pas moitié qui prennent de toute manière. Peut-être qu'on n'est plus des bébés, mais il y en a qui agissent encore comme des bébés. Ça se lance, c'est la première rentrée. Mais c'est les élèves qui en subissent les conséquences. Ben, c'est parce que c'est nous autres qui fait pour. Tu trouves pas? Mais je trouve qu'il n'y aurait pas de raison pour qu'ils nous fassent prendre les rangs. Durant ce temps-là, comme les élèves, d'une fois, les professeurs, prenez votre rang 2 par 2. Les élèves, là, ça se révolte. À nous penser comme des bébés, tout ça. On se mêle les classes. Même disons qu'on se met pas 8, 9, 10 ensemble, on se mêle, disons, 9e ensemble, les 10e ensemble, puis les 8e ensemble. On se mêle bien plus dans ce temps-là. De toute manière, qu'on ne prenne pas notre rang ou qu'on le prenne, on va tout rentrer. Oui, mais les horaires, il faut suivre les horaires. On va rentrer en même heure pareil. Quand c'est la cloche sonne, d'abord on s'en va toute là-bas, puis on rentre pas en même temps dans la même classe. La plupart du temps, il en reste 2-3 qui sont encore là, puis ils sont rentrés depuis longtemps. C'est comme cette semaine, il y a des professeurs qui ne sont pas venus à l'heure des récréations. Ben, on a rentré, pas 2 par 2, ni par des rangs, mais on a rentré pareil. Ça n'a pas dérangé les heures de classe, rien. Puis changer de cours, changer de local à tous les cours, là. Êtes-vous pour ça? Oui. Oui.
Oui, parce que supposons qu'on resterait assis trop longtemps, là. On sera obligé d'être distrait en classe parce qu'il faut se dégourdir un peu. Ça nous change d'idée aussi. Mettons qu'on sort d'un cours de maths, ça nous change d'idée. Comme on va d'un cours de français, là, ça nous distrait un peu. Puis on est prêt pour recevoir l'autre coup. Supposons qu'on aurait la même vue dehors, c'est pas le fun non plus. Et bon, l'émission est terminée. C'est pour aujourd'hui. Bonjour. De 1969. Croyez-vous, Roger, qu'il y aurait intérêt, dans le but de situer nos téléspectateurs, de faire un petit résumé de cet entretien que nous avons eu avec nos invités? Je le pense. Une légère rétrospective va se borner à 3 questions principales. Alors, disons que les 3 questions principales, la première, eh bien, on va traiter de l'origine du regroupement. La deuxième, de l'entrée en vigueur, son entrée officielle. Et la troisième question, le pourquoi. D'abord, parlons de l'origine. Disons que ça a été un regroupement qui a été accepté et fort bien accepté par la Fédération des commissions scolaires et ainsi que du ministère de l'Éducation. Notons ici que c'est un regroupement qui est volontaire et que ce regroupement, eh bien, s'est fait surtout au point de vue administratif et au point de vue des services. Alors, on a voulu, pour une plus grande efficacité, regrouper les services et l'administration. L'entrée officielle de ce regroupement, du regroupement qui prévaut actuellement, s'est fait le 1er juillet 1969. Remarquez qu'auparavant, on avait commencé à le travailler, à le penser vers les années 67. La troisième question, le pourquoi. Pourquoi ce regroupement scolaire? Eh bien, disons que, parlons d'homogénéité. Disons d'abord que les 5 paroisses considérées, c'est-à-dire Saint-Thomas, Saint-Edmond, Girardville, Albanel et Normandin, ce sont 5 paroisses homogènes, en ce sens que ce sont 5 paroisses qui ont des affinités au point de vue social et au point de vue économique. Pardon. Alors voilà en gros ce que nous avons expliqué lors de la première émission. Et c'est justement là, pour votre plus grande information qu'on va parler ce soir du Bill 27, qui est supposé d'apporter des changements. Alors, suite aux questions. Pour nous parler de ce bill, nous avons comme invité M. Gérald Bélanger, qui est directeur général des écoles. Bonsoir, madame. Bonsoir, chers téléspectateurs. Et M. Paul-Émile Larouche, qui est secrétaire trésorier, directeur des services administratifs.
Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur le Messieurs, ce Bill 27 dont on entend parler depuis quelque temps, pourriez nous dire qu'est-ce qu'il vient faire dans notre examen de la situation scolaire actuelle? Bon. Eh bien, pour accrocher à cette étape que vous avez vécue la semaine dernière, dans laquelle vous expliquiez un regroupement qui existait déjà, eh bien oui, le Bill 27, c'est un nouveau projet de regroupement qui vient d'être déposé en Chambre. Il vient d'être déposé en Chambre. Alors, vous pourriez me dire peut-être quelles sont les étapes qu'un bill doit franchir avant d'être accepté? Bon, alors, le Bill 27, nouveau projet de regroupement, a été déposé en Chambre en première lecture le 7 avril dernier. Les étapes que vit un bill avant d'être adopté sont les lectures qu'on appelle, c'est-à-dire que le bill est lu une première fois en Chambre et puis il passe à un premier vote de la part des députés. Puis, il peut subir là des modifications de sorte qu'il y a une nouvelle rédaction et une deuxième fois, il est relu en Chambre. Alors, ça s'appelle l'étape de la deuxième lecture. Et une nouvelle fois, les députés se prononcent sur ce qu'a donné la deuxième discussion. Une nouvelle rédaction s'établit avec les corrections qui sont survenues à ce moment-là et arrive la troisième étape qui est la troisième lecture et la discussion se fait encore à ce niveau-là une fois que le bill a été lu avec les amendements qui avaient été suggérés et ce qui se produit comme vote à la suite de la discussion sur cette troisième lecture, ça devient tout simplement une loi si justement il a été voté et adopté à majorité en Chambre. Ce qui se passera donc pour le Bill 27, c'est que premièrement, d'abord, il a été déposé en première lecture au mois d'avril, comme je disais, puis il sera bientôt ramené en Chambre pour deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Je dois préciser que depuis son dépôt au mois d'avril, le ministère de l'Éducation et la Fédération des commissions scolaires ont fait diverses étapes de consultation pour obtenir de la part du public, mais de la part des commissions scolaires en particulier, leurs opinions sur ce bill. Alors, ces opinions ont déjà été données en première partie, mais le ministère de l'Éducation et l'Assemblée nationale ont décidé de joindre une autre étape qui sera un comité parlementaire. Alors, il y aura une commission parlementaire qui siégera au moment où le bill sera déposé en deuxième lecture. Et là, les populations qui ont vraiment une opposition à donner au bill d'une façon ou d'une autre pourront se faire entendre à cette commission parlementaire. Ah, voilà. Alors, quand le bill sera adopté, c'est difficile à dire. Tout dépend du temps que les députés prendront pour le discuter. Voilà, je vous remercie. Vous avez parlé, avec le Bill 27, d'un regroupement scolaire à l'échelle provinciale. Pouvez-vous expliciter sur ça? Bon. Oui, le Bill 27 propose un nouveau regroupement scolaire, M. Hamel. C'est qu'au Québec, il existe encore près de 1100 commissions scolaires à l'élémentaire. Il va sans dire que plusieurs unités de commissions scolaires regroupent de très faibles populations, de très faibles clientèles. Il y a des commissions scolaires qui existent encore pour moins de 100 élèves. Il y a des commissions scolaires qui existent encore pour 200, 300, 500, 1000 élèves. Oui, il existe encore 1100 commissions scolaires malgré le mouvement naturel de regroupement, mouvement volontaire qui avait été entrepris par la Fédération des commissions scolaires. Maintenant, est-ce que ce regroupement scolaire touche également notre secteur, étant donné qu'on est déjà regroupé? Bon, voilà justement une question qui est bien à propos. C'est peut-être la question cruciale que présente le Bill 27. C'est que le ministère de l'Éducation, par ce nouveau bill, propose qu'il n'y ait plus au Québec que 147 commissions scolaires
catholiques, plus une vingtaine de commissions scolaires protestantes, ce qui ferait un total de 168 contre les 1100 qui existent actuellement. Alors, il va sans dire que le ministère touche partout dans la province. Mais, vous nous posez la question pour nous-mêmes, c'est que oui, malgré le regroupement qui a été réalisé il y a 2 ans ici, dans le secteur de Normandin, malgré ce regroupement-là, le Bill 27 nous touche encore et il vient proposer que nous soyons regroupés avec d'autres territoires pour devenir une unité plus grosse. Maintenant, vous parlez d'autres territoires. Est-ce qu'on peut déjà préciser, envisager avec quel territoire le regroupement actuel, par exemple, serait fusionné? Alors, c'est un autre point qui a été l'effet de surprise dans le Bill 27. C'est qu'en annexe du Bill 27, le ministre Saint-Pierre a fait joindre une carte du découpage des nouvelles 168 commissions scolaires à travers tout le Québec, catholiques et protestantes. Et dans ce découpage-là, le ministre Saint-Pierre propose que la commission scolaire regroupée de Normandin soit jointe avec 2 autres commissions scolaires qui existent actuellement, c'est-à-dire la commission scolaire Lavalière. Ça comprend la paroisse de Saint-Félicien, de l'Adoré et de Saint-Méthode, plus la commission scolaire de Saint-Prime qui ne s'est pas encore regroupée, elle, avec le secteur de Saint-Félicien. En somme, le secteur de Normandin au complet est proposé pour un nouveau regroupement avec le secteur de Saint-Félicien au complet pour devenir une seule commission scolaire de ces 2 territoires-là. On ne peut quand même pas considérer le travail fait à venir jusqu'à date avec ce nouveau regroupement comme inutile, quoi. J'aimerais que vous me précisiez votre question pour savoir qu'est-ce que je vais répondre exactement. On parle avec le nouveau regroupement, par exemple, si il est affilié avec d'autres secteurs, est-ce qu'on peut considérer le travail fait pour venir jusqu'à date, par exemple, dans le regroupement actuel, n'est pas considéré comme inutile? Bon. Personnellement, en tout cas, pour l'avoir vécu, le nouveau regroupement, je suis loin de croire que ce regroupement qui a existé depuis 2 ans soit inutile. Que maintenant, le Bill 27 propose un autre regroupement, eh bien, je pense que les commissaires, la population, va avoir à s'exprimer là-dessus et à juger si ce nouveau regroupement serait meilleur que celui qu'on vit actuellement. Merci. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Très bien. Oui. Outre cette question de regroupement, je crois que le Bill 27 entraîne aussi d'autres changements. Je pense entre autres à l'instauration d'un nouveau système de gestion scolaire, à un nouveau mode électoral, il en est question dans le Bill 27, à la formation d'un conseil d'école, formation de conseil consultatif et d'un comité provisoire. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'expliquer, d'apporter plus de précision sur ces différents points? Monsieur Larouche, pourriez peut-être nous parler du nouveau mode électoral qui est proposé par le Bill 27 comparé à celui qui existe actuellement? Si vous me permettez, Mme Levasseur, je vais vous donner d'abord les personnes qui ont qualité d'électeurs. Oui. Suivant le recueil des lois d'éducation, c'est-à-dire ce qui existe présentement. Par la suite, je vous donnerai ce que propose le Bill 27. D'accord. Ce qui existe actuellement, c'est que pour être électeur à la commission scolaire, il faut avoir 18 ans et être citoyen canadien. Être inscrit sur la liste des électeurs, être propriétaire d'un bien fonds ou d'un bâtiment, être inscrit comme tel au rôle d'évaluation, ou être le conjoint de tel propriétaire et domicilié dans la municipalité depuis 6 mois, ou être le père, la mère ou le tuteur d'un enfant âgé de moins de 18 ans le 30 juin précédent, et être domicilié dans la municipalité depuis 6 mois. Ça, c'est ce qui existe présentement. Selon le projet du Bill 27, il y a certaines modifications, vous allez voir, qui sont assez... D'abord, il faut être inscrit sur la liste des électeurs. Et pour être inscrit sur cette liste, il faut avoir au moins 18 ans et être citoyen canadien. Être domicilié dans une municipalité scolaire ou être propriétaire d'un bien fonds ou d'un bâtiment et être inscrit comme tel au rôle d'évaluation.
et n'être frappé d'aucune incapacité légale autre que la minorité. Un électeur ne peut toutefois voter que dans chaque quartier où il remplit les exigences du présent article. En résumé, ce que propose le Bill 27, au sens électoral, être citoyen canadien, 18 ans et plus, domicilié ou propriétaire dans la municipalité scolaire et peut voter dans chaque quartier où il a qualité d'électeur. Maintenant, je vais regarder qui peut être commissaire. Toujours d'après le recueil des lois d'éducation, ce qui existe présentement. Actuellement. Les personnes domiciliées dans la municipalité depuis au moins 12 mois, sachant lire et écrire, c'est important, habiles à voter en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 99. L'article 99, c'est ce que vous avez lu présentement au sujet de ce qui existe, qualité d'électeur. Oui. Et ayant acquitté avant le 1er juin toutes leurs cotisations scolaires, ainsi que les curés catholiques romains et les ministres du culte d'une autre croyance religieuse desservant la municipalité scolaire. Nul ne peut être élu à la charge de commissaire ou syndic d'école, ni occupé dans une commission scolaire où son conjoint occupe telle charge déjà. Oui. Selon le projet du Bill 27, qui peut être commissaire? Tout citoyen majeur domicilié dans la municipalité scolaire depuis au moins 6 mois et qui n'a frappé d'aucune incapacité légale est éligible à la charge de commissaire ou syndic d'école pour n'importe quel quartier de la municipalité scolaire. En résumé, le sens d'éligibilité pour être commissaire, c'est être citoyen canadien majeur, domicilié dans la municipalité depuis 6 mois, dans n'importe lequel quartier, mais dans un seul. Ah bon. Maintenant, vous pourriez peut-être nous dire la répartition des commissaires selon le Bill 27 se ferait de quelle façon? Est-ce qu'il y aurait, comme actuellement, un commissaire qui représente une paroisse ou selon le nombre des élèves? Ou, Les quartiers scolaires, suivant le Bill 27. Ah, ce sont des quartiers scolaires. Oui. Avant, ce qui existait avant le Bill 27, Oui. c'était tout simplement les commissaires et syndics d'école doivent partager leur municipalité en arrondissements d'école qu'ils désignent par des numéros. L'arrondissement d'école, à ce moment-là, un arrondissement devrait avoir au moins 20 enfants âgés de 5 à 16 ans. C'est là qu'on voit que ça date de plusieurs années. Oui, oui. Suivant le Bill 27, c'est les commissaires ou les syndics d'école doivent, tous les 3 ans, par résolution adoptée avant le 1er mars, diviser pour fin d'élection leur municipalité scolaire en quartiers et assigner un nom ou un numéro à chaque quartier de la façon suivante. Pour l'élection des commissaires d'école, le nombre des quartiers est déterminé selon le nombre d'enfants inscrits dans leurs écoles de leur commission scolaire le 30 septembre précédent. Le nombre des commissaires varie de 9 à 15. Ça veut dire que ça ne peut pas être moins que 9, ni plus que 15. Ni plus que 15. Maintenant, pour les commissions scolaires, de 3000 élèves ou moins, on doit à 9 commissaires. Ah, ils ont droit à 9. 9 commissaires. Ceux de 3000 élèves allaient à 5500, 11 commissaires. De 5500 à 8000, 13 commissaires. Et de 8000 et plus, 15 commissaires. Alors, je vous remercie. Ça répond très bien à la question. Maintenant, en plus du mode électoral, le Bill 27 propose également une transformation au point de vue gestion, au point de vue administratif. Pourriez-vous expliciter sur ce point? Bon. Oui, le Bill 27 propose un système de gestion scolaire plus unifié au Québec. Un système qui va être semblable dans tous les milieux administratifs scolaires. C'est d'ailleurs commencé cette opération-là. Le Bill 27 ne fera qu'instituer certaines choses, les rendre définitives ou obligatoires partout et en établit de nouvelles. Ainsi, par exemple, vous avez devant vous ici ce bouquin assez épais qui est le nouveau recueil des règles de gestion scolaire. Eh bien, ce recueil des règles de gestion paraît depuis février. Il est déposé dans chaque commission scolaire. Il est propriété du ministère de l'Éducation. C'est donc à faire bien attention. Mais ce recueil a quand même ceci d'important et d'utile que toutes les directives, soit d'organisation, soit d'administration financière ou pédagogique, les directives du ministère sont toutes colligées
dans ce recueil et de plus, ces directives sont constamment mises à jour. À tous les mois, vous pouvez vous dire certain que le recueil est à jour pour le mois qui vient de passer. C'est que régulièrement, à tous les 15 jours, 3 semaines ou tous les mois, nous recevons de nouvelles directives. Et là-dedans, on nous dit, cette directive remplace la directive tel numéro qui existait depuis X années et qui maintenant vient d'être approuvée par le ministre. Alors, les directives ministérielles sont toujours à point là-dedans. C'est donc un instrument, comme vous voyez, qui tend à créer cette uniformité à travers le Québec. C'est pas la seule chose qui s'en vient dans cette uniformité de la gestion scolaire. C'est que le Bill 27 propose également l'existence d'un comité exécutif au niveau de chaque commission scolaire. Ce comité exécutif sera formé d'un nombre de commissaires, un nombre de 5, je crois. Est-ce que c'est exact, M. Larouche? Je crois que c'est un nombre de 5 commissaires avec une ou deux personnes du personnel de cadre de la commission scolaire. Alors, un comité exécutif, donc, qui devra assurer l'administration journalière, l'administration régulière de la commission, en plus des assemblées normales qu'une commission scolaire connaît. Ce que le Bill 27 amène aussi comme nouvelle chose, c'est non plus certaines libertés d'action de la part de la commission scolaire, mais certaines exigences. Par exemple, au niveau du personnel de cadre, le ministère établit maintenant de façon obligatoire la nomination d'un directeur général adjoint et d'un secrétaire général. Auparavant, la seule fonction qui était obligatoire à partir du recueil des lois existantes, la seule personne dont le poste était obligatoire dans une commission était la personne du secrétaire trésorier, dont la fonction était dans les plus importantes. C'est lui qui est le responsable de l'administration financière, c'est lui qui est le responsable des archives de la commission scolaire, c'est lui qui est le responsable de la surveillance des devoirs et des droits juridiques de la commission scolaire. Or, maintenant, cette fonction-là existe encore dans le Bill 27, mais elle peut être partagée entre les personnes qui sont obligatoirement engagées par la commission scolaire. Alors, voilà pour quelques lignes là, sur ce nouveau système de gestion scolaire que le Bill 27 propose. Maintenant, il n'y a pas des gros changements aussi également pour le comité consultatif? Oui. Alors, vous me permettrez de faire un pas en arrière, tout simplement. C'est que il existera d'abord et obligatoirement un conseil au niveau de chaque école. Donc, conseil d'école qui devra être formé de représentants des parents et de représentants des enseignants et de la direction de chaque école. Et maintenant, le président du conseil de chacune de ces écoles-là deviendra, alors chacun de ces présidents-là deviendront un conseil consultatif obligatoire aussi pour la commission scolaire. Alors voilà pour les deux conseils dont vous me parlez. Alors, nous avons touché toutes ces questions du nouveau mode électoral, du conseil d'école, de comité consultatif. J'aimerais maintenant qu'on parle peut-être de la formation du comité provisoire, qui sera en quelque sorte, je crois, un comité de transition. Est-ce bien exact? Justement, entre les commissions scolaires existantes, puis eux autres qui vont prendre... leur mandat va expirer le 30 juin 72. 72. Et puis la nouvelle commission scolaire, qui elle va commencer le 1er juillet 72. Il faut absolument qu'il y ait un comité provisoire qui va faire le travail de joint entre les deux. Ouais. Ce comité provisoire-là, toujours d'après le projet du Bill 27, doit être formé avant le 1er août 71, c'est-à-dire cette année. Et il va être composé d'au plus 15 membres. Si le nombre total des commissaires d'école, des commissions scolaires existantes,
est moindre ou égal à 15, tous les commissaires font partie du comité provisoire. Comité provisoire. Si le nombre total des commissaires est supérieur à 15 dans les commissions scolaires existantes, c'est une répartition qui se fait suivant le nombre d'élèves inscrits au 30 septembre 70. Puis le rôle de ce comité sera justement de réorganiser justement, tout préparer en vue de la mise en vigueur du nouveau bill s'il est accepté. Et puis,